À tous pour notre première causerie fromagère de la rentrée. Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qu'on a réalisé de façon conjointe, le CEFQ avec le CDBQ. Donc, ce sont des solutions innovantes pour réduire le sodium et le gras saturé en transformation fromagère. Comme à l'habitude, la causerie va être divisée en différentes sections, je ne sais plus exactement combien, pendant lesquelles vous allez pouvoir poser vos questions dans les points qui vont être mentionnés. Là. Ça va être mentionné au cours de la causerie. Vous pouvez intervenir directement ou tu peux passer à la suivante, oui, c'est ça, ou en levant la main pour intervenir directement ou en posant votre question sur le chat. Puis pendant la causerie, on vous demanderait de garder votre micro à mute et si vous préférez, vous pouvez couper la vidéo aussi. Je tiens aussi à vous mentionner d'emblée que c'est un projet qui est en cours actuellement, qui n'est pas terminé, et il y a une phase de transfert vers l'industrie fromagère. Donc, si je vous le dis tout de suite pour que vous gardiez en tête ça pendant la causerie, si jamais ça vous intéresse de tester ces technologies-là à votre entreprise, la subvention qu'on a eue pour faire le projet couvre une bonne partie des frais de transfert aussi. Donc, si ça vous intéresse, on peut aller sur votre site, travailler et ça va être subventionné. Donc, ça sera à moindre frais pour vous, pour que vous puissiez bien vous prendre en possession là, des technologies. Et une autre petite mise en garde aussi, comme vous le savez peut-être, ou on va vous le dire de toute façon, il va y avoir une formation sur comment faire ces fromages-là au mois d'octobre. Donc, il y a certains petits détails qu'on ne va pas mentionner pendant la causerie afin de donner le privilège aux gens qui vont suivre la formation d'avoir une primeur à ce sujet-là. Donc, vous pouvez essayer de poser des questions, mais c'est fort possible que Catherine ou Marie-Pierre vous mentionnent que ça va être des détails qui vont être mentionnés dans la formation du mois d'octobre et je vous encourage à vous y inscrire rapidement. On a encore des places disponibles, donc ne tardez pas à vous y inscrire. Sans plus tarder, je vais faire la présentation de nos deux présentatrices principales. C'est les deux personnes qui ont fait le projet en tant que tel. Et on a aussi Vincent qui va nous présenter le CDBQ qui vont intervenir aussi. Donc, je commence par vous présenter Vincent, qui est détenteur d'un Vincent Banville, des détenteurs d'un doctorat en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval. Ses travaux de recherche avaient pour application le contrôle de la texture et de la fonctionnalité des fromages à pâte filée. Il a œuvré pendant plusieurs années comme spécialiste R&D fromage chez AgroPur, en plus de toucher à des projets de produits frais et de crème glacée. Depuis maintenant 5 ans, Vincent chapeaute l'équipe de chargés de projet au CDBQ comme directeur scientifique et continue à supporter par son expertise le secteur laitier. Marie-Pierre Vigneux, qui travaille pour le CEFQ, bénéficie d'un long parcours académique axé sur les sciences et les technologies des aliments, de la technique au doctorat, en plus d'une licence professionnelle française de l'ENID Bio à Poligny. Elle a acquis de nombreuses connaissances et expériences en transformation fromagère. Son intérêt soutenu dans le domaine l'a mené à s'impliquer dans des dossiers de R&D. De la fromagerie du campus de l'Université Laval, elle avait pour responsabilité de développer des nouveaux fromages et d'améliorer les procédés de fabrication, tout en mettant à jour les protocoles de production fromagère. Son passage chez Saputo lui a également permis de s'initier au contrôle de la qualité des ingrédients laitiers. Elle travaille au CEFQ depuis 2022 et est intervenue en tant que conseillère et fromagère auprès de plusieurs entreprises laitières sur des projets importants. Catherine Dancause, chargée de projet Innovation, Recherche et Développement au CDBQ. Catherine détient un baccalauréat en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval. Elle a acquis une expérience dans le domaine de l'innovation en travaillant dans différentes entreprises de transformation alimentaire, notamment dans le secteur des fruits et légumes, puis en se spécialisant dans le secteur des produits laitiers et spécifiquement fromagers. Son expérience multidisciplinaire en industrie lui permet de proposer des solutions pratiques et concrètes, s'adapte facilement à la réalité des transformateurs. Actuellement responsable de plusieurs projets novateurs au niveau des procédés que de la transformation des produits alimentaires. Catherine partage sa passion de la recherche et du développement avec l'équipe du CDBQ depuis 2023.
Donc, Catherine et Marie-Pierre, je vous laisse la place. Je disparais et je vous laisse faire la présentation. Merci. En réalité, je pensais que c'était toi, Maryse, qui présentait le centre d'expertise, mais je peux le faire. En réalité, le centre d'expertise, c'est un organisme qui a été fondé en 2008. C'est un organisme à but non lucratif qui est à la suite de la crise de la listeria en 2008. Puis notre but premier, c'est vraiment de venir en aide au domaine laitier, principalement dans les fromageries, afin d'améliorer la qualité et la salubrité de leurs produits. Donc, puis ici, on vous présente notre équipe. On a des conseillers fromagers et des conseillers en qualité qu'on est là pour vous aider. Et on est aussi une équipe de direction. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voici nos bases. C'est vraiment notre mission, c'est vraiment d'appuyer la production fromagère pour qu'elle soit de qualité durable, rentable et innovante. Puis, notre vision, c'est vraiment de devenir le centre de référence et de savoir-faire en fabrication fromagère. Puis, nos valeurs, c'est important de comprendre et nos valeurs reflètent l'ADN d'une organisation. Donc, c'est important de les comprendre et qu'elles s'incarnent au quotidien. Alors, bonjour, juste quelques mots pour vous parler du CDBQ aussi avant le crunch de la présentation. En fait, CDBQ est très complémentaire avec le CFQ, ce qui fait que ça fait des beaux projets comme celui que vous allez voir aujourd'hui. En fait, le CDBQ, c'est un OBNL qui est dans le paysage bioalimentaire depuis plus de 25 ans. On est un organisme indépendant qui vise à supporter la recherche des clients des entreprises privées en petites, moyennes et grandes entreprises dans le secteur agroalimentaire à développer des produits dans différents secteurs. Donc, on n'est pas juste dans les secteurs laitiers. Ce qui nous distingue, c'est vraiment aussi notre infrastructure, donc plus de 38 000 pieds carrés, des laboratoires, mais en particulier aussi des usines pilotes, puis plus de 80 projets par an. À la prochaine slide aussi, dans le fond, on est une équipe d'une vingtaine de personnes qui a étudié la plupart dans les sciences technologies des aliments ou les sciences connexes. Ce qui est particulier aussi, c'est que la plupart d'entre nous ont un bagage industriel dans le passé avant de venir s'établir au CDBQ. Donc, ça apporte beaucoup de profondeur à l'équipe pour résoudre les problèmes des industriels et de développer des solutions qui sont adaptées. Donc, quand on fait un projet, on s'adapte vraiment à l'image, aux besoins du client. Puis, on est là en rétroaction. Donc, c'est vraiment l'équipe et le promoteur. On fait du développement ensemble, du co-développement. Donc, c'est vraiment très proactif. Et donc, nos clients accèdent à du R&D globalement. Donc, on est beaucoup dans la mise à l'échelle industrielle et dans le banc d'essai aussi pour produire des prototypes pour, par exemple, des tests consommateurs. Ce que je disais, ce qui nous distingue, c'est nos infrastructures. Donc, quelques petites photos là, vous montrant certaines de nos usines pilotes. Ce qu'il faut retenir, en fait, je pense, ici, c'est qu'on a une usine laitière avec des équipements pilotes de microfiltration, de fromagerie, tout ce qui est laiterie, pasteurisateur, UHT et tout ça. Donc, cet environnement-là nous permet d'avoir un permis de fabrique laitière, donc tout ce qui est fabriqué au CDBQ. Peut être vendu sur le marché québécois en tant que produit. Donc, pour le prototypage, ça peut être intéressant. Je m'arrête là. C'est vraiment un beau projet là, qui va vous être présenté, là, qui est une belle collaboration entre le CLFQ et le CDBQ. Désolée, oui, je vais prendre la parole au moment où je dois le prendre. Désolée, Marie-Pierre, je t'ai laissé tomber. Mais bon, grosso modo, je vous présente le projet. Les filles tenaient à ce que je le présente parce que, bon, initialement, j'ai travaillé à l'écriture du projet, mais c'est pas moi qui l'ai réalisé, j'en prends aucun crédit. Les filles ont super bien travaillé ensemble. C'était une belle réalisation.
Donc, dans le cadre de ce projet, on va vous le présenter. On va voir une revue de littérature parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées dans ce domaine-là. Donc, on va regarder ça un petit peu. On va avoir l'aspect réglementaire. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent se poser des questions à ce sujet-là aussi. On a fait une étude consommateur. Le CDBQ a travaillé avec une agence Indeed, en tout cas. Catherine va vous en parler au niveau de l'étude conso. On va voir explorer les technologies employées pour minimiser le sodium, une période de questions. Ensuite, on va voir comment on a développé une technologie innovante pour réduire les gras saturés. Et on va voir ensuite la combinaison des deux, un fromage réduit en sodium et en gras saturés. Par la suite, donc, la présentation du projet initialement, bon, comme on l'a mentionné, c'était de proposer à l'industrie des solutions applicables pour améliorer l'apport nutritionnel du fromage en grains. Donc, le sodium et le gras saturé, on voulait réduire les niveaux de ces deux éléments-là, tout en limitant les altérations au goût et aux qualités fonctionnelles. Donc, on tenait vraiment à garder la fonctionnalité de notre cher fromage en grains, si précieux aux Québécois. Donc, il fallait déterminer les perceptions qui ont de l'importance pour une alimentation santé pour y répondre adéquatement. De là, l'étude consommateur. Réduire l'impact commercial sur l'industrie laitière du règlement sur l'étiquetage imposé par Santé Canada en 2026. C'était aussi un objectif. Et puis, on voulait développer des technologies simples et peu coûteuses qui étaient faciles à implanter dans l'industrie afin d'assurer une bonne adhésion de la technologie. Et puis, assurer l'adoption, le transfert des connaissances aux fromageries à ces technologies-là. Donc, on l'applique au fromage en grains, mais ça peut s'appliquer aussi à plusieurs types de fromages, pas nécessairement au fromage en grains. Et on a eu aussi l'aide naturellement du ministère du MAPAC qui a subventionné le projet. Et on a eu de l'aide aussi de 3 collaborateurs, la fromagerie Bergeron, Saint-Guillaume et Riviera, qui nous ont aidés dans l'évaluation des fromages. Donc là, c'est vrai, je vous laisse la place. C'est à vous les filles. Merci Maryse. Donc, comme un peu Maryse l'expliquait, le but du projet, nous, c'était vraiment de viser un produit dont la valeur quotidienne en sodium et en gras saturé était inférieure à 15 %. Et pour réduire la matière grasse laitière, on a décidé de la substituer par de la matière grasse végétale. Puis, on a décidé d'utiliser 2 alternatives pour réduire les gras saturés. Une alternative avec le lait écrémé et une alternative avec la poudre de lait écrémé et du WPC pour ceux qui n'avaient pas accès à une écrémeuse. Donc, c'était vraiment le produit qu'on visait. Pour la revue littérature, en réalité, oui, on veut réduire la teneur en sodium et en gras saturé, mais c'est important de bien comprendre avant le rôle de chacun des constituants. Donc, je dis les constituants, mais dans ce cas-ci, le rôle du chlorure de sodium dans le fromage. Il ne faut pas oublier que il y a plusieurs rôles. Il y a un rôle au niveau de la conservation et de la sécurité alimentaire. Donc, l'ajout de sel, ça permet de diminuer l'activité de l'eau. Donc, ça permet d'inhiber certaines bactéries, d'altération et aussi certains pathogènes. Ça a aussi un rôle au niveau de la composition du fromage. Ça permet de contrôler l'humidité en expulsant du lactosérum. Ça nous aide à finaliser l'égouttage du fromage. Aussi, c'est important au niveau du consommateur d'avoir le goût salé. Et aussi, le sel, il y a un rôle vraiment au niveau des propriétés fonctionnelles et de la texture. Et pour finir, c'est au niveau aussi de la physico-chimie. Le sel permet vraiment de contrôler l'acidification. Lorsqu'on l'ajoute, ça permet, dans le cas du fromage en grains, de fixer le pH final parce que ça permet l'arrêt de l'acidification par les bactéries. Aussi, encore là, ça nous permet de contrôler l'activité de l'eau et aussi l'hydrolyse durant l'affinage, donc la protéolyse et la lipolyse des fromages. Il y a quelques études qui ont été faites, quelques études qui ont eu une très grande quantité d'études ont été faites sur l'impact de réduire le chlorure de sodium dans le fromage, mais sans le remplacer. Donc, c'est vraiment de baisser, par exemple, de 2,5 % de sodium, de sel à 2 %.
dans le salage. Donc, l'impact que ça a, c'est vraiment, ça a un impact sur la durée de vie. On baisse la durée de vie. Et aussi, ça a un impact sur, ça augmente l'activité de l'eau, ça augmente la protéolyse et aussi ça augmente l'humidité parce qu'étant donné qu'on en met moins, on a moins d'écoutage et on se retrouve avec des fromages moins fermes, plus humides. Et aussi, ça a un impact sur la fixation du pH final. Ça permet de moins arrêter l'acidification. Les bactéries et au global, avec tout ça, ça augmente l'apparition des défauts et des saveurs. Aussi, il y a des études aussi qui ont été effectuées sur la réduction du sodium, mais aussi de son remplacement. Donc, au lieu de passer de 2,5 à 2 on est vraiment à 2,5, mais on substitue une partie du chlorure de sodium par d'autres sels. Il y a différents sels qui ont été étudiés. Il y a le chlorure de potassium, le KCl. Il y a le chlorure de calcium et de magnésium. Et globalement, ce qui a été observé, c'est que l'utilisation du KCl seul, ce qui veut dire on remplace complètement le NaCl par du KCl, on obtient un fromage très amer, à saveur très amère, mais lorsque le KCl est utilisé avec du chlorure de sodium, ça a un goût acceptable. Dans le cas des chlorures de calcium et de magnésium, qui soient ajoutés seuls ou mélangés avec du NaCl, dans tous les cas, on a une saveur amère et métallique, donc c'est vraiment pas apprécié. Et aussi, il y a des études, je ne sais pas si des gens connaissent ce produit, c'est du subphosphate. En réalité, c'est un mélange breveté qui est composé de NaCl, KCl et gluconate de sodium. Le gluconate de sodium, c'est un ingrédient qui permet de masquer le goût amer apporté par le KCl. Donc, il y a des études qui ont été effectuées avec ce sel et que ça donnait des bons résultats. Puis, au niveau, ils ont aussi testé d'autres ingrédients. Ils ont testé des protéines végétales hydrolysées. Sauf que l'inconvénient d'utiliser ce type de produit-là, c'est que c'est un allergène. Donc, on va être obligé de l'indiquer sur l'étiquette nutritionnelle. Et aussi, il y avait d'autres tests sur, il y en a qui ont été testés les extraits de champignons. Ça l'amenait des mauvais goûts, des goûts prononcés amers et aussi ça l'amenait une couleur au produit. Et il y en a d'autres qui ont testé les extraits de levure. Ça l'amenait un goût umami. Ça pourrait être, ça ferait un fromage différent, un goût à la sauce soya. Mais c'est ce qui a été observé. Puis suite à cette revue de la littérature, nous, on a décidé de conserver vraiment le KCl et le sulfoxyle, de faire des tests avec ces deux substituts de sel. Maintenant, on veut également réduire les gras saturés, mais encore là, c'est important de comprendre le rôle de la matière grasse dans le fromage. Donc, encore là, la matière grasse a énormément de rôles. Premièrement, c'est au niveau aromatique. Durant l'affinage du fromage, il y a la lipolyse. La matière grasse est transformée en acide gras qui permet d'avoir vraiment un côté aromatique. Et aussi, c'est un véhicule de transport pour les composants aromatiques. Et également, la matière grasse a un rôle au niveau du rendement fromager parce que lorsqu'on fabrique le fromage, on paye notre lait et la matière grasse, c'est une composante qu'on veut garder le plus possible. Donc, ça a vraiment un impact sur le rendement fromager. Puis, aussi au niveau de la fermeté du fromage. Plus un fromage a de matière grasse, plus il est mou. Moins il y en a, plus il est ferme. Donc, ici, la figure que vous voyez, c'est la teneur en gras des fromages. Et ce qu'on observe, c'est la microstructure. Et on observe que plus la teneur en gras diminue, moins, plus la structure est fermée. Le fromage est plus ferme. Donc, suite à ça, on a décidé, il y a aussi, c'est important les émulsions parce que la matière grasse, nous, on veut ajouter de l'huile. Donc, l'huile, pour bien l'intégrer au lait, on a besoin de faire une émulsion. Donc, ici, je fais un rappel sur les différents types d'émulsions alimentaires, les différentes instabilités qui peuvent arriver lorsque on fabrique une émulsion.
Ici, on voit dans la figure, c'est une émulsion stable, sauf qu'on a différentes instabilités qui peuvent arriver. Ici, par exemple, on appelle ça le crémage. Là. C'est vraiment la densité de la matière grasse qui est plus faible que celle du lait. C'est la raison pour laquelle on observe une séparation. Dans le cas d'une flocculation, on peut le voir ici, c'est comme des agrégats de globules gras, des petits globules gras qui se collent ensemble, mais qui restent intacts. Et sinon, une autre instabilité qu'on peut observer, c'est la coalescence. Donc ça, ce qui se produit, c'est que c'est vraiment des globules gras qui fusionnent ensemble, qui forment un plus gros globule. Et si la coalescence est importante, on observe une séparation de phase. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites pour voir l'impact des types d'ingrédients sur la stabilité de l'émulsion. Il y en a qui ont utilisé un concentré de protéines de lait. Ils ont observé qu'une augmentation de la température, ça permettait d'augmenter la stabilité de l'émulsion parce on obtenait des plus petites gouttelettes. Puis, il y a d'autres études ont été effectuées sur la WPC non dénaturée. Euh, Lorsqu'on augmente la concentration en protéines de lactosérum, on observe une diminution de la stabilité parce que la fine couche autour des globules est faible, donc elle peut facilement se briser. C'est pour ça que l'émulsion elle est moins stable. Et lorsqu'on chauffe, on augmente la température, on observe une augmentation de la stabilité parce que les protéines sériques sont dénaturées. Et il y en a qui ont utilisé déjà la protéine sérique dénaturée et ça permet d'augmenter la stabilité de l'émulsion parce que le globule gras résiste aux déformations mécaniques. Donc, on essayait dans la littérature de trouver des études qui ont vraiment fabriqué euh, un fromage en grains ou un fromage cheddar en utilisant du lait et de l'huile et non un fromage analogue. Plus tard, je vais expliquer c'est quoi un fromage analogue versus quelle méthode nous on cherchait. On a trouvé une étude qui avait fabriqué du fromage cheddar à partir d'une émulsion de l'huile de canola. Ils ont vraiment pris du lait crémé, ils ont mis 100% d'huile de canola et ils ont observé que les fromages qui avaient 100% l'huile de canola, il n'y avait pas d'arôme de beurre. Et une de leurs explications, c'était l'absence d'acide gras à côte à chaîne qui amène vraiment cet arôme beurré. Et ils ont aussi testé des émulsions simples et doubles. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'une émulsion double, en réalité, c'est des gouttelettes qui sont encapsulées dans des plus grosses gouttelettes. Donc, ils ont vraiment comparé les deux émulsions et au témoin, un fromage 100% lait entier sans huile. Et ils ont observé que lorsqu'on faisait une émulsion simple, ça ressemblait au témoin, sauf au niveau de la teneur en gras dans le fromage qui était plus faible. Mais dans le cas de l'émulsion double, il y avait vraiment beaucoup de problèmes, plus de pertes en gras dans le lactosérum, une diminution du rendement fromager, une augmentation de l'humidité du fromage. Donc, c'était pas très avantageux de faire une émulsion double. Et dans tous les cas, les fromages produits avec une émulsion avaient une texture plus grasse. Donc, ça, c'était vraiment ce que je parlais avant, c'était vraiment une méthode classique de fabrication fromagère. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un fromage analogue, ici, je vais juste montrer un exemple, comment on fabrique un fromage analogue. En réalité, on prend une source de protéines, ça peut être du fromage, de la caséine présure, de la poudre de lait crémé, etc. Ça prend une source de gras et des sels de fonte. Et une fois qu'on a tous ces ingrédients, on les mélange ensemble, ça fait une genre avec de l'eau, un gros mélange, et on forme le fromage. Donc, c'est vraiment pas, on n'ajoute pas de ferment, on n'ajoute pas de présure. Je voulais juste expliquer la différence entre les deux technologies. Nous, c'est vraiment une fabrication fromagère classique. Et pour finir, on a sélectionné l'huile de canola et la raison pour laquelle on l'a sélectionnée, c'est au niveau des gras saturés. Parce que l'huile de canola, c'est celle qui contient le moins de gras saturés. Et aussi à cause de son goût. Son goût est neutre comparativement, par exemple, à l'huile de tournesol qui a vraiment un goût prononcé. Et
pour ceux qui se posent peut-être la question concernant l'huile d'olive, oui, l'huile d'olive extra vierge est reconnue pour être très bonne, sauf qu'elle a plus de gras saturé et elle a 15,4 grammes de gras saturé et aussi elle a un goût prononcé, l'huile d'olive. Ça- On va poursuivre avec l'aspect réglementaire de ce produit-là. Tu peux passer à l'autre diapo. Merci. Donc, au niveau de l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage, ça faisait partie des objectifs principaux du projet. Donc, on sait qu'à compter là, du 1er janvier 2026, les emballages alimentaires des aliments à teneur élevée en sodium, en sucre et en gras saturés vont devoir afficher le symbole nutritionnel de la loupe au devant de leur emballage, comme vous voyez à droite. Donc, au-delà d'une teneur de 15 de la valeur quotidienne par portion. Toutefois, le fromage est exempté de cette obligation-là parce que c'est une source importante de calcium qui est nécessaire à favoriser la santé osseuse et à réduire les risques d'ostéoporose. Malgré cette exemption-là, on souhaitait améliorer l'apport nutritionnel du fromage en grains car c'est une source importante, c'est un produit de consommation courante pour les Québécois. Et les consommateurs là, sont de plus en plus sensibilisés à la lecture du tableau de valeur nutritive, entre autres à la mention au bas du tableau où c'est mentionné que moins de 5 c'est peu et 15 c'est beaucoup. Donc, de là, l'importance de réduire la teneur en gras saturé et en sodium. Comment on peut classifier ce nouveau produit-là par rapport à la réglementation? Donc, on pourrait utiliser le même permis de fabrication que celui détenu par les fromageries, car la majorité des ingrédients qui sont utilisés dans la formulation, ce sont des ingrédients laitiers, donc le permis d'exploitation d'usine laitière est prescrit. On sait également que l'utilisation de la matière grasse non laitière dans un produit laitier rend le produit considéré comme étant falsifié là, dans le règlement sur les aliments et drogues. Donc, l'utilisation de matière grasse végétale et l'utilisation de chlorure de calcium va faire en sorte que le produit ne va pas être considéré ni comme un produit laitier, ni comme un fromage. Donc, il ne pourra pas conserver son nom prescrit, son nom normalisé. Donc, à ce moment-là, comment on va l'appeler? Il faut lui choisir un nom ou lui donner un nom usuel modifié. Ce nom-là doit permettre aux consommateurs de comprendre que l'aliment, l'alternative santé ou fromage en grains, ne correspond pas à la norme d'un fromage tel que prescrit dans la loi. Donc, le nom doit contenir suffisamment de descriptifs pour permettre de comprendre expressément qu'est-ce qui a été modifié, de quelle façon l'aliment ne correspond pas à la norme prescrite. Le règlement nous dit aussi que l'ajustement de la teneur en nutriments d'un aliment normalisé, c'est une façon de le modifier qui est acceptée. Donc, à ce moment-là, on pourrait utiliser un nom usuel modifié, un nom usuel qui est déjà prescrit dans le règlement, puis ajouter des qualificatifs pour décrire les différences entre l'aliment désigné et l'aliment normalisé. Toutefois, c'est vraiment important de s'assurer que cette description-là ne va pas être trompeuse. Donc, par exemple, là, si on disait fromage en grains réduit en sodium, ce serait pas un nom qui serait assez descriptif pour être considéré trompeur parce qu'on ne décrirait pas la façon dont le sodium a été réduit. Ce serait important de faire la mention là, fromage en grains contenant du chlorure de potassium, par exemple. On sait aussi qu'il n'y a pas d'interdiction concernant l'utilisation de termes reliés aux produits laitiers dans des produits alternatifs, que ce soit des produits à base de protéines végétales ou des produits hybrides, là, dans le cas qui nous concernent. Toutefois, encore une fois, l'utilisation de ces appellations-là ne doit pas être trompeur pour le consommateur. Donc, comment on nomme le produit? On l'a dit, soit par un nom usuel pour aliments normalisés ou modifiés, ou soit avec un autre nom qui ne contiendrait pas le nom usuel modifié, mais qui décrirait encore une fois avec exactitude l'aliment, qui permettrait d'éviter toute confusion pour les consommateurs par rapport au fromage là, qui est visé par une norme de composition. Donc, il y a encore une zone grise réglementaire dans le sens que les produits alternatifs ne font pas partie de la réglementation.
C'est donc une réflexion qui est à avoir là, pour l'appellation du produit au cas par l'entreprise, selon les décisions qui vont être prises, selon la composition finale du produit également. Donc, il y a différentes possibilités qui s'offrent aux entreprises avant la commercialisation, comme par exemple faire une demande sur la plateforme Mon ACIA pour vérifier la conformité du produit avant sa commercialisation, ou encore, par exemple, faire des demandes de lettres de non-objection d'utilisation d'ingrédients à Santé Canada ou même de modifications réglementaires. On serait rendu à une petite période de questions si vous en avez. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. On va laisser quelques secondes, des fois, s'il y a des gens qui sont en train d'écrire ou qui réfléchissent, mais pour l'instant, ça va. Au pire, on va avoir d'autres périodes de questions, donc si vous voulez, on pourra garder vos questions pour la suite. Donc, je vous invite à continuer. Merci. Donc, on poursuit avec l'étude consommateur qu'on a fait en collaboration avec INBI, qui sont une firme de recherche et de validation de marché qui sont dédiées aux équipes d'innovation dans différents secteurs, dont le secteur alimentaire. Donc, la méthodologie qu'on a suivie, on a posé différentes questions à 310 répondants québécois. On s'est assuré que ces répondants-là étaient responsables ou co-responsables des achats alimentaires et qu'ils consommaient du fromage en grains au moins 2 à 3 fois par mois. Nos objectifs principaux étaient d'évaluer la perception des consommateurs en lien avec la proposition de valeur. La proposition de valeur, ce qu'on leur a présenté, c'était une alternative santé au fromage en grains, santé par la réduction en gras saturés et en sodium, à moins de 15 de la valeur quotidienne par portion, mais également d'évaluer les perceptions par rapport à différents ingrédients qu'ils pourraient contenir. En objectif secondaire, on souhaitait comprendre les usages et les habitudes liées à la consommation du fromage en grains régulier, mais aussi des potentiels usages et habitudes du produit alternatif. Également, d'évaluer les perceptions et les objections à la liste d'ingrédients qui étaient proposés pour l'alternative santé au fromage en grains. Mesurer l'impact de certaines appellations pour cette alternative-là et mesurer des intentions d'achat potentielles et l'élasticité du prix pour ce nouveau produit. Donc, si on va s'amuser un peu, on a des petites questions à vous poser qu'on va pouvoir comparer vos réponses avec celles qu'on a obtenues de nos répondants. Donc, tu peux y aller, Hélène. Donc, vous voyez à l'écran la question: dans quel contexte consommez-vous le plus souvent le fromage en grains? On va vous laisser un petit moment pour répondre. On devrait voir les réponses s'afficher si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, les résultats sont intéressants, puis on va les comparer aux résultats qu'on a obtenus avec nos 310 répondants. Mais c'est quand même assez partagé à 42 dans une poutine et à 67 quand même comme collation. Si on passe à la deuxième question. Devrait vous arriver sous peu, je peux vous la lire entre-temps. Connaissez-vous une alternative santé au fromage en grains? Donc, oui ou non? On va voir les réponses générales. 93 non, ce qui est quand même intéressant. Puis ce qui peut nous laisser penser aussi qu'il y a une belle place sur le marché pour le produit qu'on a développé en cours de projet. Et finalement, la troisième question.
Donc, dans quelle mesure seriez-vous intéressé à consommer une alternative de fromage en grains qui serait plus santé, c'est-à-dire réduite en sodium et en gras saturés? Et les réponses, quand même à 57% assez intéressés, un 7% de très intéressés, donc c'est bien. Puis, bon, on se limite dans la quantité de questions qu'on pourrait vous poser, mais ce serait bien de savoir ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas d'intérêt, pour quelles raisons, quelle réticence se cache derrière ça. Donc, on passe ensuite aux résultats qu'on a obtenus lors de l'étude. Tu peux changer de diapo, Marc-Claude, s'il te plaît. Merci. Donc, ça reflète un petit peu les réponses que vous nous avez données. Les contextes de consommation du fromage en grains régulier là, sont très variés. 36% le consomment en collation, 34% lors de fringales spontanées et 30% en poutine. Donc, ça ressemble quand même aux résultats qu'on a obtenus. Ces réponses-là là, étaient pour des répondants qui consomment du fromage en grains plus d'une fois par semaine. Les lieux d'achat également sont très variés. Près de 80% des consommateurs qui ont participé à l'étude l'achètent en épicerie, 47% en achètent en grande surface et 41% en fromagerie. La consommation d'une grande variété de fromages a été démontrée, mais parmi tous les fromages là, que les répondants ont dit consommer, il y en a très peu qui étaient considérés comme une alternative au fromage en grains. Il y a 71% des répondants qui nous disaient qu'ils n'en consommaient pas ou qu'ils n'en connaissaient pas. Et en deuxième réponse, qui était tout juste à 10% des réponses, les gens considéraient une autre variété de fromage comme une alternative au fromage en grains, pas nécessairement une alternative santé. Et puis, ils nous disaient que c'était la majorité du temps un fromage en briques, peu importe la variété, coupé en blocs, coupé en cubes. Au niveau des alternatives santé, ils sont très méconnus. Donc, 87% des consommateurs disent ne pas en acheter ou ne pas en connaître. On a eu un taux de réponse de 93% dans les petits sondages maintenant, donc ça reflète bien la réalité. Toutefois, l'intérêt pour une alternative santé est assez bon. Encore une fois, ça ressemble aux résultats qu'on a eu aujourd'hui. Particulièrement chez les femmes de moins de 40 ans, là, où l'intérêt augmente à 85%, un petit peu plus de 10% supplémentaire pour ce marché. Quand on regarde les besoins et les irritants des consommateurs face au fromage en grains, dans le tableau du bas, dans la colonne en gris, on voit ce que les gens recherchent, leurs besoins face au fromage en grains régulier. Ils sont à la recherche d'un produit qui a bon goût, un produit frais, la fameuse texture quick squick et une bonne durée de conservation. Ce qui leur apporte satisfaction dans la colonne en vert au centre, le goût, la texture et la fraîcheur. Donc, les trois critères les plus recherchés, les trois plus grands besoins des consommateurs sont répondus, sont satisfaits. Ça signifie que l'offre actuelle répond très bien aux attentes et il n'y a pas nécessairement place à une amélioration très importante. Dans les principaux besoins, les critères santé là, semblent être plus secondaires. Ils n'ont pas ressorti comme les besoins principaux au niveau des consommateurs. Toutefois, quand on se penche un petit peu plus précisément sur les critères santé, on voit que c'est la longueur de la liste des ingrédients qui est l'attribut santé qui interpelle le plus les consommateurs, au-delà de la teneur en gras ou en sodium pour les fromages en grains. Pour ce qui est des insatisfactions, il y en a très peu qui ont été soulevées. 30% des répondants ont répondu qu'il n'y avait aucune insatisfaction face au fromage en grains qui leur est disponible sur le marché actuellement. Donc, c'est quand même un taux de satisfaction qui est particulièrement important. Viennent ensuite les insatisfactions liées à la durée de conservation à 25%, au prix à 16% et au besoin d'être réfrigéré à 14%. Donc, si on additionne les besoins liés à la conservation, c'est une insatisfaction de 39% qui est soulevée. Donc, on voit que ça peut être des points qui seraient à améliorer
pour le produit régulier, mais également qui peuvent être améliorés pour augmenter la satisfaction du produit alternatif. Quand on regarde la clientèle type, on voit que le profil type de consommateur qui a un intérêt plus important pour le produit alternatif qu'on leur présente, ce sont les femmes de moins de 40 ans qui consomment fréquemment du fromage en grains et qui accordent une importance élevée aux critères santé dans les aliments qu'ils choisissent. Globalement, l'intention d'achat est modérée pour le produit alternatif qu'on leur a présenté, donc à 71%, mais quand on regarde plus spécifiquement le profil type des femmes de moins de 40 ans, cette intention d'achat-là augmente de façon importante à 83%, donc c'est une intention d'achat qu'on considère élevée. Au niveau de l'élasticité du prix, c'est jusqu'où on serait en mesure d'augmenter le prix pour la proposition de valeur pour le produit qu'on présente aux gens jusqu'à ce que l'intention d'achat diminue. Donc, on leur a proposé un format de fromage de 200 grammes d'Alternative Santé au fromage en grains et à partir de 6,50 $, on a remarqué que l'intention d'achat chutait drastiquement. Donc, c'est sensiblement dans les mêmes eaux que le prix de vente d'un fromage en grains régulier pour le même format. Ça me permet donc de dire que les gens ne sont pas prêts à payer plus cher pour un produit santé que pour un produit régulier. Au niveau des impressions générales, les constats que les répondants nous donnaient, c'est qu'il y avait une grande curiosité, une ouverture face à ce produit-là. Donc, ils étaient intéressés potentiellement à goûter, à en faire une dégustation. Un intérêt pour avoir une alternative santé aussi, on l'a vu précédemment, mais il y a une place disponible pour ça parce que les gens en connaissent pas. Donc, la curiosité est là. Une impression générale aussi par rapport à la réduction de sodium, mais dans une moindre mesure que pour la curiosité générale envers le produit. Dans les impressions plus négatives, il y a une crainte importante au niveau du changement du goût, au niveau du changement de la texture du produit aussi qui serait plus santé. Une réticence majeure aussi face au changement. Là, on l'a vu, le fromage en grains, c'est un produit qui apporte une très grande satisfaction aux consommateurs, un produit qui fait partie un peu des tripes des Québécois. Donc, la réticence à ce changement-là est importante et d'autant plus quand on leur apportait une liste d'ingrédients qui était différente de celle qu'ils sont habitués d'avoir, il y avait une perception qui pouvait être négative. Donc, les constats, les recommandations de façon générale, les grandes lignes de ce qu'on peut ressortir de cette étude-là, c'est que le produit se positionne positivement là, comme une alternative santé, c'est bien perçu, et que la notion de santé est corrélée avec la teneur en gras et en sodium. Donc, les répondants nous ont démontré qu'ils comprenaient bien que lorsqu'on réduisait le gras, le sodium, le produit devenait plus santé, et cela, entre autres, par des lectures de liste d'ingrédients et par des lectures de tableaux de balance nutritive. Toutefois, la notion santé est encore plus perçue lorsqu'il lise une liste d'ingrédients, entre autres par sa longueur, et lorsqu'il voit des mentions d'aspects authentiques de produits non transformés ou d'ingrédients non transformés, ça leur donne une impression encore plus santé que la modification de la teneur en gras et en sodium. Donc, pour une majorité des répondants, si la liste d'ingrédients est jugée insatisfaisante, la perception santé du produit pourrait être compromise malgré le fait de l'amélioration de la valeur nutritive. Donc, comment on peut faire pour convaincre les consommateurs d'adhérer à ce produit-là? Éviter des appellations de type imitation. L'aspect authentique, c'est vraiment important, donc il ne faut pas semer de doute là, sur l'aspect santé. Par exemple, on a sondé la perception des consommateurs face à l'ingrédient substance laitière qui était jugée rassurante pour eux, contrairement à substance laitière modifiée qui pour eux donnait une perception qui était non santé, qui était négative. Le fait de miser sur une courte liste d'ingrédients aussi va être importante là, pour donner une perception santé du produit. Et finalement, offrir une haute valeur ajoutée à ce produit-là pour qu'il puisse se démarquer, c'est intéressant. On l'a vu, le profil type de consommateur, c'est un marché qui est très niche, c'est pas un grand pourcentage des consommateurs de fromage en grains.
pour la plupart des consommateurs, l'aspect santé, oui, est intéressant. Il y a un intérêt qui est là, c'est certain, mais est quand même marginal. Puis, c'est pas nécessairement ce qu'ils vont faire qui vont adhérer aux produits alternatifs qui vont être présentés parce que l'offre actuelle présente peu d'irritants. Donc, si on n'a pas d'insatisfaction par rapport au fromage en grains régulier, pourquoi ils iraient acheter un produit alternatif? C'est là qu'on veut aller générer de l'attraction en mettant de l'avant d'autres attributs de valeur, des qualités des produits alternatifs. Donc, on l'a vu, les irritants principaux, c'était la durée de conservation et le besoin de réfrigération. Donc, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais si c'est possible, c'est des points sur lesquels ce serait intéressant de travailler. Ce serait aussi intéressant d'explorer des contextes précis, entre autres, par exemple, sur un emballage de fromage, faire un marketing basé sur consommer une poutine plus santé. Ça pourrait être une façon de se démarquer. Et développer des saveurs différenciatrices. Il y a une grande majorité des répondants qui nous avaient dit être à la recherche de saveurs qui sont différentes de celles qui sont actuellement disponibles sur le marché. Donc, ça pourrait être une façon intéressante d'aller chercher une part de consommateur plus large que celle du marché niche qui a démontré un intérêt actuellement. Puis, je laisse la parole à Marie-Pierre pour la section suivante. Maintenant, je vais vous parler de comment on a réduit le sodium dans les fromages, donc dans le fromage en grains. Comme je le disais un peu plus tôt, les alternatives au sel qu'on a sélectionnées, c'était le sulfur salt et le KCl. Le sulfur salt, il contient vraiment le NaCl, le KCl et le gluconate de sodium. Et lorsque on achète le produit, ça nous indique que ça contient 28% de sodium et 13% de potassium. Et dans le cas du KCl, c'est vraiment 100%. Lorsqu'on a fait nos essais, en réalité, nous, on visait une teneur en sel de 2,5 masse sur masse. Puis ici, le tableau que je vous présente, en réalité, c'est nos échantillons, nos conditions. On avait ce que nous, on appelle le témoin à 13% de valeur quotidienne. Donc, vraiment 2,5% de NaCl. Après, on avait nos échantillons, 10% de valeur quotidienne contenant du KCl. Donc, lorsqu'on fait la substitution, en pourcentage, c'est environ 23% de sel qu'on substitue. On ajoute du KCl, on remplace 23% de NaCl. Et on visait aussi une valeur quotidienne de 5% en ajoutant du KCl. Donc, on substituait jusqu'à 62% du sodium. Donc, ça, c'est vraiment les conditions pour le KCl. Pour le sulfur salt, on a les mêmes conditions, sauf que dans le cas du sulfur salt, étant donné que c'est un mélange préfet avec du potassium et déjà du sodium, dans un cas, on a été obligé de rajouter du sel, du NaCl, pour atteindre notre valeur quotidienne de 10%. Et dans l'autre cas, pour atteindre notre valeur de 5%, il fallait ajouter du KCl. Donc, aussi, durant les tests, on a testé 3 différentes méthodes de salage. La méthode qu'on appelait témoin, c'est vraiment la méthode classique du NaCl à 2,5% de sel qu'on ajoute en 2 passes. La méthode pour le sel, on met la moitié du NaCl, on attend que le sel soit bien solubilisé, soit bien entré dans le fromage, et ensuite on rajoute la deuxième partie. La méthode qu'on appelle classique, c'est la méthode qu'on mélange le NaCl et le KCl ensemble et qu'on ajoute en 2 passes. Et la méthode PAS qu'on a développée, qui est une méthode alternative qu'on a développée, mais que je ne peux pas vous en dire plus parce que la méthode sera expliquée à la formation du 17 octobre prochain. Donc ici, je vous présente nos résultats. En haut, on a vraiment nos conditions, le témoin, le 10% de valeur quotidienne avec le KCl, avec les 2 méthodes, méthode classique et méthode PAS, et le 10% de valeur quotidienne avec la méthode classique, et nos 5% avec le KCl et le sulfur salt. Dans tous les cas, on peut voir que la substitution, la réduction du sodium par le sulfur salt ou le KCl, ça n'a pas d'impact significatif sur le pH final, ni la texture des fromages et ni leur humidité. Puis, au niveau des
des sels, au niveau de la valeur quotidienne dans le sodium, on constate qu'on peut avoir l'allégation, avec nos tests, on peut avoir l'allégation de réduction en sodium parce que dans tous les cas, on atteint une réduction de 25% du sodium, de la teneur en sodium. C'était atteint dans tous nos échantillons. Et aussi, l'autre aspect dans nos résultats, c'est que pour les conditions à 5% de valeur quotidienne, que ce soit avec le KCl ou le sulfosate, on atteignait une valeur quotidienne supérieure à 5%. Donc, on peut indiquer une allégation de source de potassium, étant donné qu'on a une valeur supérieure à 5%. Et c'est on réduisait la teneur en sodium à une valeur quotidienne de 5%. Aussi, durant les essais, c'est bien sûr, on a goûté à nos fromages pour savoir au niveau du goût, parce que le sel, c'est important, ça amène un goût que les consommateurs apprécient énormément. Et au niveau des constats qu'on a fait, c'est en couleur, le vert, c'est vraiment, ça a le bon goût. Le jaune, il y a une possibilité d'amélioration. Et dans le cas de la couleur rouge, c'est vraiment, on observait vraiment un mauvais goût. C'était pas du tout apprécié. Donc, on a observé que la méthode de salage qu'on utilisait, elle avait un impact sur la perception du goût. On peut le voir ici avec les couleurs, la condition 10% de valeur quotidienne KCl avec la méthode classique et la méthode PAS. On voit que la méthode qu'on a développée, elle est plus appréciée. Le goût, il y a un meilleur goût qui est perçu. Et on a observé aussi que pour le sulfosate, oui, il y a du gluconate de sodium qui permet de masquer le goût métallique du KCl, sauf qu'il y a une limite. Ça fonctionne lorsqu'on a une substitution, lorsqu'on est à 10% de la valeur quotidienne. Sauf que lorsqu'on atteint 5% de la valeur quotidienne, on cible 5%, le gluconate de sodium n'a plus d'effet. On perçoit beaucoup le goût métallique du KCl. Par la suite, une fois qu'on a fait notre dégustation, on a sélectionné des échantillons qu'on a envoyés à nos collaborateurs qui les ont dégustés. Donc, on avait envoyé le témoin, nos 10% de valeur quotidienne avec du KCl avec la méthode PAS et 10% de la valeur quotidienne avec le sulfosate et une condition à 5% de valeur quotidienne avec le KCl et encore là avec la méthode PAS. Globalement, il y a peu de différence qui a été perçue et il y avait une appréciation globale et c'était similaire pour tout le monde. On serait rendu à une autre période de questions. Bon, cette fois-ci, on en a un petit peu. Je vais reprendre la question d'Alain. En fait, le potassium, c'est un élément qu'on recherche dans la santé. Ça a un impact positif sur la santé coronarienne. La question d'Alain, c'est, je précise, on réduit le sodium et on augmente le potassium. Les deux sels additionnés n'ont pas aussi, j'ai un petit onglet qui m'empêche de voir, sont pas aussi néfastes qu'un seul en plus grande quantité. En fait, moins on a de sodium, plus on a de potassium, mieux c'est pour la santé parce que c'est une allégation en fait qu'on peut faire enrichi en potassium. C'est un élément qui est positif pour la santé. Je ne sais pas si je comprends bien ta question, Alain, là, mais c'est... oui, OK, c'est bon. Parfait. Il y a une question aussi de François au niveau de la texture. Il veut savoir vraiment l'impact sur la texture. Je vais vous laisser répondre. Marie-Pierre, si tu veux la prendre. Mais en réalité, on n'observait pas de différence sur la texture. Vraiment, c'était similaire. On n'a pas vu du tout d'impact. Parce que je peux revenir au résultat. En réalité, on le voit au niveau de l'humidité, notre humidité était vraiment, elle variait pas beaucoup, là. C'est entre 41 et 40%. Donc, peu importe la condition de sel qu'on utilisait, on avait la même humidité. La texture était vraiment similaire. On n'a pas vu de différence. Sachant que les sels, des fois, peuvent avoir un petit impact sur la minéralisation, il y avait cet élément-là aussi. On était inquiet aussi d'avoir l'impact sur la texture, mais on était content de voir que ça n'avait pas touché la texture.
Oui, aussi, le KCl pouvait avoir un impact. J'avais déjà lu qu'il pouvait avoir un impact sur le pH aussi, puis nous, on ne l'observe pas non plus. Au dosage que vous avez utilisé. Puis, est-ce que c'est possible d'utiliser ces mélanges de sel en saumure? Oui, je l'ai déjà lu dans des études. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Je pourrais en envoyer, là. J'en ai vu plusieurs. Oui, ça fonctionne, c'est possible. On peut peut-être pas aller chercher la même réduction qu'avec notre méthode, mais c'est possible d'utiliser Moi aussi, j'ai déjà vu des usines qui utilisaient des mélanges sodium-potassium dans des saumures. Ça se fait. Peut-être que l'impact sur le goût, ben, comme je vous mentionne, peut-être qu'avec la méthode qu'on utilise, on peut aller chercher un petit push de plus, là, mais en saumure, peut-être que ce serait moins important, mais oui, c'est faisable. Je pense que ça fait le tour des questions. Il n'y a pas de main levée non plus. Fait que on peut continuer. Maintenant, je vais vous expliquer la réduction des gras saturés, la méthode qu'on a développée, à vrai dire. Pour commencer, comme je le disais plus tôt, on avait décidé de tester en utilisant de la poudre de lait écrémé et de la WPC pour un mélange pour ceux qui n'ont pas d'écrémeuse. Donc, l'avantage d'utiliser cette méthode-là, c'est que ça permet, on est capable de conserver les ingrédients laitiers à la température de l'entreposage. Et entreposer une poche, je ne sais pas comment entreposer du lait écrémé au froid. Là, on peut le mettre à température pièce. Et aussi, au niveau de la logistique des commandes, c'est beaucoup plus simple. Ça ne nécessite pas d'écrémeuse. Utiliser vraiment cette méthode-là avec la poudre de lait écrémé et de la WPC. Et aussi, on a décidé de tester le lait crémé parce que pour ceux encore là qui n'ont pas d'appareil pour hydrater les poudres, ça prend une pompe à eau cisaillement, ça va mieux. On n'a pas dans le cas du lait crémé, on n'a pas besoin d'hydrater des poudres. Et aussi, la liste d'ingrédients, elle est plus simple et plus courte. Donc, c'est les différents avantages pour les deux méthodes d'émulsion. Donc, le matériel et les méthodes, comment on a produit notre émulsion, on a testé deux méthodes. La première, c'est au pied mélangeur. Ça, c'est vraiment pour des petits volumes. On est capable, avec cette méthode, cet appareil-là, d'hydrater les poudres et également de produire notre émulsion. On a fait différents tests. On a préparé notre émulsion juste avec lait crémé plus huile ou dans l'autre condition, le poudre de lait crémé et WPC avec l'huile. Ça fonctionne très bien, mais du moment, une fois on avait fait un test, on a ajouté du lait entier et ce n'est pas une très bonne idée parce qu'on a eu un effet de barattage. Ça a vraiment formé du beurre. Donc, pour ceux qui veulent utiliser un pied mélangeur à petit volume, c'est vraiment pas une bonne idée d'ajouter le lait entier. L'autre méthode qu'on a utilisée aussi, c'est la pompe à eau cisaillement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ici, on a vraiment l'image avec les flèches rouges. Ça rentre, puis ça vient briser les agrégats de poudre et ça vient vraiment aider à faire une très belle émulsion aussi. Donc, avec la pompe à eau cisaillement, on a testé, on a hydraté, c'est sûr, nos poudres, mais aussi on a testé juste mélanger pour l'émulsion le lait écrémé plus huile. Et ça fonctionne très bien, mais aussi on a ajouté le lait entier, puis on a vu que contrairement au pied mélangeur, on n'observait pas d'effet de barattage. Ça allait très bien, il n'y avait pas de séparation. Et il n'y avait pas de crème non plus barattée. Et aussi, il y a une autre alternative que nous, on n'a pas étudiée parce qu'on voulait que la technologie soit accessible et c'est pas tout le monde qui a un homogénéisateur. Mais c'est faisable, ça va très bien préparer des émulsions à l'aide d'un homogénéisateur. Dans ce cas-là, l'émulsion, c'est vraiment préparer l'émulsion. Je ne conseille pas d'ajouter le lait entier parce que ça a vraiment un impact d'homogénéiser du lait entier. Là. Ça augmente l'humidité des fromages, donc c'est pas souhaité. Puis, lorsqu'on a préparé nos émulsions, on a fait aussi différents tests sur la stabilité de l'émulsion. On préparait nos ingrédients la veille. On hydratait nos poudres à l'aide de la pompe à eau cisaillement ou tout dépendant. Des fois, c'était le pied mélangeur, mais c'est mieux à la pompe à eau cisaillement. On achetait nos poudres et de l'eau à 60 degrés. Et une fois que tout était fait, on laissait l'agitation toute la nuit à 4 degrés pour permettre vraiment à la poudre de bien s'hydrater.
parce qu'on l'a testé d'hydrater juste 2 heures et on observe vraiment des grumeaux. Ça a une mauvaise hydratation, c'est vraiment pas une bonne idée, on l'a vraiment observé. C'est mieux hydrater à chaud et de laisser sous agitation toute la nuit à 4 degrés. Et aussi, on écrémait notre lait à 50 degrés. On a observé aussi au niveau de la stabilité de l'émulsion, le déphasage de l'émulsion. Lorsqu'on notre émulsion, on avait une plus grande stabilité. Et au niveau microbiologie, c'est mieux au niveau de la sécurité. Et on a observé qu'on avait une stabilité d'1 à 2 heures. Ça nous laisse le temps de vraiment d'ensemencer notre lait et d'emprésurer. Et aussi, on avait testé le lait non pasteurisé. C'est moins stable étant donné qu'on ne dénature pas les protéines sériques et aussi c'est plus risqué au niveau microbiologie. Ici, vous voyez 2 images. Je veux vous montrer un ratio. En réalité, ça, c'est le lait témoin, c'est du lait entier. Et à droite, le E15 de valeur quotidienne, en réalité, c'est qu'on a substitué. Donc, on a remplacé 50 de la matière grasse laitière par de l'huile végétale. Et on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de différence. Dans tous les cas, nos laits avaient les mêmes ratios gras-protéines de 1,20. Puis aussi, au courant de nos essais, on a observé que la rétention lipidique, peu importe que ce soit le lait fabriqué à partir d'une émulsion ou le lait entier, la rétention lipidique était similaire. Donc, on retenait la majorité de notre huile incorporée au lait fromager. Ici, je vous présente, c'est l'appréciation générale des échantillons. En réalité, ici, c'est vraiment, on a substitué 0 de la matière grasse laitière par de l'huile et on est allé jusqu'à 50 de substitution. Puis, pour en bleu, c'est vraiment l'émulsion, les laits fromagers fabriqués avec de la poudre de lait écrémé et de la WPC. Et en rose, c'est le lait écrémé. On s'est rendu compte pour la poudre de lait écrémé et la WPC que à partir de 30 de substitution, on observait une texture granuleuse et un goût rance du fromage. Et nos tests, on les a arrêtés jusqu'à 40 de substitution parce qu'on voulait voir la limite, mais c'est à partir de 30 c'est vraiment on goûte beaucoup le rance. Donc, pour le lait crémé, on a réalisé qu'on est allé jusqu'à 50 de substitution. Et à 50 oui, il y a un goût rance, mais on a fait des tests en ajoutant des épices pour masquer et ça fonctionne très bien. On avait fait des tests avec 1 de poudre d'ail ou de poivre et aussi avec du poivre de Cayenne. Et on a même testé aussi des arômes naturels de beurre. Ça masque le goût rance. Donc, ça concorde un peu avec ce que Catherine disait tout à l'heure, que les consommateurs voulaient des nouvelles saveurs. Ça peut être une alternative intéressante. Et aussi, on s'est rendu compte que lorsqu'on substituait 40 de la matière grasse laitière par de l'huile, on s'est rendu compte qu'à 40 il y avait un léger goût rance, mais c'était tolérable. On n'avait pas besoin de mettre d'épices pour masquer le goût. Et au niveau, ça n'avait aucun effet sur la texture. Par la suite, pour la poursuite du projet, on a décidé, les étoiles, ça indique les conditions qu'on a décidé de tester avec le sel et la réduction de sodium. Donc, on a conservé les conditions pour le lait crémé, une substitution de 40 et de 50 Et dans le cas de la poudre de lait crémé avec le WPC, on est allé jusqu'à 25 pour la suite du projet. Pour ceux qui se posent la question pourquoi on met de la WPC, on a fait des tests sans WPC et on réalise que dans tous les cas, on a une texture granuleuse du fromage. Ça prend vraiment le WPC. Le WPC aide à avoir l'aspect moelleux, ça fait disparaître l'aspect granuleux du fromage. Je vais te laisser, Catherine, faire la suite. Donc, on poursuit avec la combinaison des deux méthodes que Marie-Pierre vous a présentées, la réduction en sodium et la réduction en gras saturé. À la prochaine diapositive, vous allez voir un tableau qui présente les échantillons qu'on a fabriqués, les étoiles que vous avez pu
pour l'échelle graduée précédemment. Donc, on a fabriqué 2 échantillons témoins à 13%, donc sans réduction de sodium, et à 10%, donc avec une réduction de sodium cible à 10% de la valeur quotidienne. Ensuite, les échantillons en bleu des laits de bassin fabriqués à partir de poudre de lait écrémé et de WPC avec une substitution de 25% de la matière grasse laitière. Et les conditions en plus pâle, donc ici en bleu ou en violet plus pâle, sont ceux qui ont une réduction de sodium. Et également, bon, les deux laits de bassin faits à partir de lait écrémé avec une substitution plus élevée à 40% de la matière grasse. Si on se penche premièrement au niveau du sodium, on n'a pas atteint la réduction là, de moins de 25% de sodium qui était visé pour pouvoir avoir une allégation de réduction de sodium. Comme Marie-Pierre l'expliquait tout à l'heure, c'est dû au fait là, des mauvais goûts qui étaient apportés par, entre autres, le chlorure de potassium. Donc, pas possibilité d'allégation de réduction de sodium dans ce cas-ci, à moins de viser un 5% de la valeur quotidienne en sodium. Ensuite, au niveau du potassium, pour les mêmes raisons, là, ce serait pas possible d'avoir une allégation de source de potassium à moins d'aller à 10% cible de la valeur quotidienne, de 5% de la valeur quotidienne en sodium. Toutefois, on a quand même des résultats qui sont intéressants et qui vont se refléter sur un tableau de la valeur nutritive. Quand on regarde les gras saturés, par la suite, on voit que la cible de 50% de substitution, bon, ça apporte un impact négatif au niveau du goût, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est masquable avec des épices. Les réductions qu'on ciblait de 25%, on les a atteints avec 23% de substitution, donc ça a fonctionné tel que prévu. Et 40% de substitution, on a obtenu une valeur de 39% de réduction, donc encore une fois, ça fonctionnait. La valeur cible d'atteindre moins de 15% des gras saturés par portion, par valeur quotidienne de portion de 30 grammes, n'a pas été atteint malgré le 40% de substitution de la matière grasse. On a atteint une teneur de 19. Encore une fois, là, ce serait possible de l'atteindre avec un 50% de substitution, mais à ce moment-là, il faudrait accompagner ça là, d'un agent masquant, soit des épices, soit des arbres. Ensuite, ces échantillons-là, on les a fait déguster à différents intervenants. Donc, on vous les classifie là, premièrement sur une échelle du taux de substitution de la matière grasse. Vous voyez complètement à gauche à 0% de substitution les 4 échantillons témoins. On a travaillé sur 2 journées de fabrication. Donc, les échantillons en vert sont les témoins jour 1, en orange, les témoins jour 2. Toujours les couleurs plus pâles sont ceux avec la réduction en sodium. En bleu, vous avez les échantillons avec la substitution à 25% des gras dans le bassin de poudre de lait écrémé et de WPC. Et à 40% de substitution, les échantillons d'un lait de bassin de lait écrémé avec un 40% de substitution de la matière grasse. Donc, c'est pour vous donner une échelle où ils se situent. Et on les classifie à la diapositive suivante selon leur niveau d'appréciation globale. Les résultats qu'on a obtenus lors d'une évaluation sensorielle, tu peux me corriger, Marie-Pierre, mais avec une quinzaine de répondants. Donc, où on leur a Merci. Où on leur a demandé d'évaluer les fromages ou les alternatives de fromage en grains selon les critères d'évaluation qui sont inscrits ici, soit l'odeur, le goût laitier, le goût salé, le goût atypique, la texture en bouche et la couleur. Donc, on a pris ces résultats-là et on les a compilés pour obtenir une note globale qui nous permet de comparer l'appréciation générale des différents échantillons entre eux. Donc, complètement à gauche avec le niveau d'appréciation le plus bas, ce sont les échantillons à 25% de substitution de la matière grasse. Donc, c'est quand même surprenant de voir que ces échantillons-là qui contiennent moins d'huile ont été moins appréciés que ceux à 40% de substitution.
Ça peut être expliqué, Marie-Pierre l'a dit tout à l'heure, avec une texture qui est perçue comme étant modifiée, un peu plus granuleuse, un peu plus sèche dans des échantillons qui contiennent des poudres, contrairement avec les échantillons qui contiennent le lait écrémé. Le goût d'huile était également rehaussé là, dans les échantillons indiqués en bleu à 25% de substitution. Un goût d'huile perçu négativement, là, un effet rare. Et les échantillons témoins là, qui se situent de façon plus appréciée que les échantillons réduits en matière grasse, donc à 50 à 60% d'appréciation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour un même taux de substitution de la matière grasse, les échantillons qui ont eu une réduction de sodium sont perçus là, vraiment très, très similaires aux produits sans réduction en sodium. Donc, ça, c'est vraiment bien parce que bon, l'écart entre les deux là, est vraiment pas significatif et ça nous permet de conclure que l'impact du sodium est pas très important. La perception n'est pas trop importante. Donc, pour nos constats généraux, lorsque le taux de sel n'est pas réduit, la saveur rance apportée par l'huile pourrait être accentuée. On le voit là, à des taux de sel plus élevés, mais comme le sel est un rehausseur de goût, mais il rehausse malheureusement aussi les défauts de saveur, dont le goût rance de l'huile. Donc, à ce moment-là, même si c'est intéressant d'aller vers un 10% de la valeur quotidienne, incluant une substitution là, avec le chlorure de potassium, pour éviter de masquer ces saveurs-là. C'est possible aussi de diminuer le sel sans faire une réduction des gras saturés, sans avoir un impact majeur au niveau du goût. Donc, c'était du goût, même de la texture, c'est un point qui est intéressant de constater. Toutefois, qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact si on modifie un seul des deux paramètres au lieu de les modifier de façon combinée? Dans les deux cas, nécessairement, il va devoir avoir un nom usuel de produit qui va devoir être modifié, comme les deux ingrédients de substitution ne sont pas permis actuellement dans le fromage comme un aliment normalisé. Aussi, la réduction d'un seul des deux nutriments n'a pas été sondée auprès des consommateurs. On leur a vraiment présenté la combinaison des deux nutriments de façon conjointe. Donc, potentiellement, il pourrait avoir un impact positif sur la perception par rapport à la longueur de la liste des ingrédients. On a vu plus la longueur de la liste, plus la liste est courte, plus ça pourrait être perçu santé. Donc, plus il y aurait d'ingrédients de substitution potentiellement qui pourrait avoir un impact sur une perception santé, mais ça n'a pas été confirmé. Il pourrait aussi avoir un impact potentiellement négatif sur le potentiel d'amélioration santé parce qu'il ne serait pas maximisé. Là. Donc, si par exemple un compétiteur décidait d'améliorer son fromage en grains en le réduisant en gras et en sodium et que la fromagerie voisine ne faisait qu'une réduction en un ou l'autre des deux critères, mais le consommateur pourrait constater qu'il n'y aurait pas de maximisation de l'effet santé du produit. Ce qui est important de garder en bémol, c'est que le poids individuel des critères de la valeur nutritive là, sur la perception santé n'ont pas été mesurés. Donc, on ne sait pas à quel point le sodium ou le gras pourrait avoir une perception santé plus importante si on modifiait qu'un seul des deux paramètres. Et c'est ce qui conclut notre présentation. Donc, on aurait une dernière période de questions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vais vous en poser une, par contre, en attendant. Peut-être qu'il y en a qui vont venir par la suite. Si on revient sur votre dernier tableau d'appréciation ouais, c'est celui-là. Si vous aviez à faire un cheddar, non pas un fromage en grains, mais un cheddar, par exemple, sans ajout d'épices pour masquer les impacts négatifs, ça serait quelles conditions? Juste pour... Parce que vous êtes dans le projet, vous suivez bien, là, mais dans le fond, si on veut réduire à la fois le gras et le sodium, ça serait quoi la meilleure condition à tester? Puis ça aurait l'air de quoi sur un tableau de valeur nutritionnelle? Un cheddar qui serait vieilli, par exemple? Mettons un cheddar doux, puis on verra commencer avec un cheddar doux, on verra par la suite si on le fait vieillir. Là. C'est l'étape suivante. Ben, je pense qu'à cause de l'impact de la texture, ce serait la condition avec le lait écrémé, là, pour ma part, pour laquelle j'irais de l'avant. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une différence importante là, au niveau de
de l'évaluation de la perception de la texture, mais aussi du goût atypique de l'huile. Donc, pour ces raisons-là, j'irais avec. Ça serait le lait écrémé à une réduction de laquelle des petites 40 C'est de 40%. Ouais. C'est Ici. la petite mauve, là. OK. Mm. 40 puis au niveau du sodium, c'est 10 de la valeur quotidienne. Oui. Mhm. Oui, parce que ça permet d'avoir un fromage qui est plus santé sans que ce soit perçu par le consommateur. C'est comme un petit coup facile d'amélioration de produits santé. OK. C'est quand même appréciable. Tu sais, dans le fond, on réduit de 40 si je ne me trompe pas, là, parce que je suis toujours mêlée, là, vous le savez. Mais je peux Si je raconter en valeur quotidienne. Tu sais, on Ouais, vas-y visait, donc. ça fait 18%. Donc, OK. puis 25% de substitution, ça équivaut à 22% de la valeur quotidienne. En gras saturé? En gras saturé. C'est ça, OK. Puis pour le témoin, c'est vraiment, pour avoir l'image, le témoin, c'est 31% de la valeur quotidienne en gras saturé. Donc, en ajoutant 40% de substitution, en réduisant, on est tombé à 19. Donc, on est vraiment à 12% plus bas par rapport à la valeur quotidienne. C'est sûr qu'on n'a pas atteint le 15%, mais ça s'atteint avec une substitution de 50% de la masse grasse laitière par de l'huile. Ouais, là, à ce moment-là, peut-être, ça serait sur des produits assaisonnés. Ouais. OK. Mais c'est possible. OK. Je vois toujours pas de questions. Aviez-vous d'autres diapos par la suite? Je pense que oui, hein? Ah, c'est bon, parfait, merci. C'est bon. OK. Donc, mhm. Bon, on va